démarrer tranquillement puisqu'on a quelques slides d'introduction. Donc, je suis Simon Bretin et voilà, on va démarrer cette factory donc, qui s'appelle Usage Data IA pour les 2 prochaines heures, ou en tout cas le temps qu'il faudra sur la thématique de maintenance connectée. Est-ce que tu peux passer à la session suivante? Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une petite intro sur la factory. Je passerai la main à Mathilde pour qu'elle vous parle un petit peu quand même du contexte dans lequel se passe cette factory, qui est celui de Digitalis Future, et puis un petit peu d'actualité sur Digital 113. Et ensuite, on repassera la main à nos intervenants du jour, Magali et Pierre, que je remercie encore une fois pour nous amener ces retours d'expérience concrets sur comment l'intelligence artificielle est utilisée dans le monde de la maintenance connectée avec cette double approche, plutôt éditeur d'un côté, plutôt OSN de l'autre. On aime bien dans ces factories d'être assez ouverts, donc n'hésitez pas à soit poser des questions pendant le déroulé, soit lever la main et puis on vous donnera la main pour que vous puissiez interagir avec nos intervenants. On n'est pas non plus en énorme comité, donc les questions et échanges sont assez importants. Avant de commencer, de laisser la main à Mathilde, quelques mots sur cette factory, du coup, qui est qu'on a rebrandé en début d'année, si tu peux passer à la suivante, voilà, qui s'appelle maintenant Usage Data IA. On avait historiquement au sein de Digital 113 deux factories, une valorisation des données, une intelligence artificielle. On s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de sujets qui devenaient maintenant très liés, puisqu'on ne fait pas d'IA sans data, et la data est toujours le premier step qui vient derrière. Donc l'idée de cette factory, sa raison d'être, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises, du numérique évidemment, mais également les consommateurs de ces technologies-là, à l'usage de la donnée d'IA, au travers notamment de retours d'expérience, comme on va pouvoir le faire aujourd'hui, et comme on l'a fait par le passé. L'objectif, c'est vraiment de montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire d'un point de vue technique, d'un point de vue marché avec ces thématiques-là, de soulever un petit peu le capot technique comme on pourra le faire aujourd'hui, mais également de parler quand même des usages au sens beaucoup plus large, parce que la techno, c'est bien, mais le à quoi ça sert, c'est aussi tout aussi important. Sur cette factory-là, on fait une édition à peu près tous les 2 mois, un tout petit peu plus, toujours sur un format 12h14 ou 13h30. Je partagerai avec vous toujours l'agenda qu'on a derrière. Et on a 2 groupes projets issus notamment de la partie IA, pilotés par Luc Trenzler. L'IA en boîte, qui sont des vidéos qui sortent à peu près tous les mois, qui justement parlent de l'intelligence artificielle de façon un peu plus concrète. Et je vous incite à aller les voir, notamment sur la page LinkedIn de Digital 113 ou sur la page YouTube. Et on a une cartographie de l'ensemble des acteurs de l'Occitanie sur la thématique intelligence artificielle, avec 3 points d'entrée, un plutôt géographique, un plutôt secteur métier et un plutôt secteur technique ou technologique. Expertise. Expertise, voilà, merci Mathilde, qui permet justement de montrer que l'IA en Occitanie, c'est une vraie réalité, c'est un vrai point de force. Vous avez à droite le comité de pilotage. Toutes les factories chez Digital 113 sont pilotées par des bénévoles membres adhérents de Digital 113 et animées par la fameuse Mathilde, donc, qui est permanente de Digital 113 et qui nous aide à nous organiser tout ça, et à qui je vais céder la parole quelques instants pour parler du programme Digitalis Future et de l'agenda Digital 113 pour que vous ayez en tête les dates importantes à venir. Je reprendrai la main juste en suivant. Mathilde, à toi. Merci. Merci Simon. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Mathilde, je travaille chez Digital 113, qui est donc le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. Cette factory, qui est un atelier de partage et de connaissances et de retour d'expérience, intervient dans le cadre de Digitalis Future. Donc, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas trop Digital 113 parce que vous avez pu avoir connaissance de cet atelier par notre programme Digitalis Future lié à l'industrie. Donc, très rapidement, des éléments de contexte. Pendant 4 mois, nous nous concentrons sur la transformation digitale de la filière de l'industrie. Et donc, nous travaillons avec des partenaires pour mettre en relation d'un côté la filière, l'industrie et les acteurs du numérique qui sont présents en Occitanie. L'objectif est évidemment de connaître le champ des possibles, de connaître les enjeux de la filière à 5, 10, 15, 20 ans et de pouvoir créer des synergies en local avec pour effet boule de neige
à plus long terme, évidemment, créer de l'économie en local et de l'emploi aussi en région. Donc, différents ateliers, différents webinaires pendant ces 4 mois ont eu lieu. Comme aujourd'hui, vous le voyez, tout est enregistré, tout est disponible en replay. Donc, si toutefois c'est la première fois que vous participez à un événement de Digitalis Future et que la thématique vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le petit lien sur le fil de discussion. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui existe. La saison de l'industrie est la 6e saison. On a traité d'autres secteurs d'activité au préalable et on va démarrer en février sur un nouveau secteur qui n'est pas tout à fait une filière puisqu'on va traiter du secteur public. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est enregistré. Hein, vous pourrez retrouver le contenu de cet atelier sur la plateforme de Digitalis Future. Et il reste un dernier rendez-vous puisque la filière de l'industrie a démarré en septembre. Et il reste un dernier rendez-vous dans le cadre de Digitalis Future qui s'appelle le Starting Lab. L'objectif est d'aller à la découverte de projets de recherche pour l'industrie du futur. Donc, je n'ai pas encore la date à vous communiquer, mais ce sera en janvier 2023. Le rendez-vous sera donné à la Maison de la Formation Jacqueline Auriol à Toulouse, le matin, avec des pitchs d'innovation qui seront faits par Toulouse Tech Transfer, par Anity, par aussi des enseignants-chercheurs de l'INP ou des directeurs de recherche du LAS. Mais aussi des démos, notamment avec un robot humanoïde ou la plateforme d'accélération PADOC. Donc ça aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Digitalis Future si c'est des sujets qui vous intéressent, puisque c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et évidemment, plus on se rencontre et plus on fait le succès de ce programme de Digitalis Future. Donc voilà pour les éléments de contexte. Concernant Digital 113 et les factories, donc on vous a présenté la nouvelle factory usage data IA. Pour les adhérents de Digital 113 qui sont connectés, vous savez qu'il existe différentes factories, on en a une 15aine au total. N'hésitez pas à consulter l'agenda de Digital 113 parce que toutes les semaines, il se passe des choses. Et donc, cette semaine, c'est une semaine riche en factory en plus, puisqu'on va avoir un atelier de la factory communication et marketing sur les personas et les messages clés. Aussi, la Factory Tech va parler du Bitcoin. Nous avons aussi une Factory e-santé sur les appels à projets santé qui ont été remportés en Occitanie. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir toute la programmation. Évidemment, tout ne va pas vous intéresser, mais je pense que beaucoup de choses peuvent vous convenir. Simon l'a dit en phase d'introduction, on va pas mal parler en 2023 du métaverse. Si c'est un sujet qui vous intéresse, adhérent, non adhérent, peu importe, Toulouse, Montpellier, peu importe, nous allons faire un événement fin janvier, pareil, date encore à caler, sur le métaverse, sous un format qui s'appelle un digital dinner. Donc, ça sera ouvert à tout le monde. Et l'objectif, voilà, est d'avoir une keynote sur la thématique et l'application du métaverse aussi sur différents secteurs d'activité, suivi d'un moment convivial, un moment d'échange pour pouvoir poursuivre de façon moins formelle les échanges et faire connaissance. Voilà ce que j'ai à dire pour l'agenda Digital 113. La factory usage et data, c'est toi, Simon, qui reprend la main? Oui, c'est moi, je reprends Allez. la main. Merci Mathilde. Donc, le Digital Dinner, ça sera vers le 24, 25, 26, a priori, plutôt fin du mois. On aura des intervenants, a priori, qui viennent de Paris. Monsieur Philippe Rodriguez, pour ceux qui le connaissent, normalement, devrait être là. Concernant, je reviens sur la factory usage data IA. Donc, on a une programmation pour le premier semestre que vous avez sous les yeux. Donc, comme je vous l'avais dit, plutôt tous les 2 mois. Donc, on parlera du métaverse et de la place de la data dans le métaverse, parce que c'est un sujet quand même qui est important et comment on traite ce sujet-là d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique. En mars, piloté par Gaël, j'ai vu qu'il nous a rejoint. Bonjour Gaël, qui est aussi copilote. On devrait avoir un sujet sur la météo, puisque c'est un sujet qui, souvent, quand on discute avec des clients, ou en tout cas des cas d'usage, la météo est souvent une volonté d'intégrer, que ce soit pour de l'expérience client, que ce soit pour de la maintenance d'ailleurs, ça peut avoir un intérêt, mais comment on l'utilise, notamment sur les versants historiques, puisqu'on parle beaucoup de météo à venir, surtout par les temps qui viennent et ce qui va faire froid ou pas demain.
mais quel était le temps hier, c'est encore un autre sujet. Et puis en mai, on aimerait faire un sujet un peu plus ludique, puisqu'on se rend compte que les connaissances sur le monde de la data sont, voilà, certains pensent être très forts et le sont moins, ou le sont sur certains domaines et pas sur d'autres, et donc de trouver un format un peu plus sympathique voilà, pour venir vous challenger sur vos connaissances autour de la data. Voilà un petit peu pour le programme. Je profite pour faire un peu d'actualité. On a initié dans le cadre de Science Factory avec Gaël et d'autres partenaires l'Observatoire de la maturité data. L'objectif est d'avoir une vision un peu claire de comment les entreprises des secteurs traditionnels se positionnent sur un niveau de maturité data. On a 5 niveaux, entre niveaux initiaux où on commence à pratiquer de la data, voire on n'en pratique pas du tout, jusqu'à des entreprises complètement data-driven. On a les résultats de l'enquête de 2022 qui viennent de sortir. Quelques indicateurs qui sortent et qui m'ont marqué moi. 62% de décideurs considèrent avoir un niveau faible de connaissance sur les sujets de data, donc ce qui montre qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir et c'est un des enjeux de cette factory. Et néanmoins, et c'est la bonne nouvelle, c'est que 73% des répondants sont convaincus que l'exploitation des données vont pouvoir les aider pour améliorer leur performance. Voilà, quelques indicateurs que je voulais mettre en lumière. Et bien évidemment, vous avez accès aux résultats de l'enquête qui est voilà, une action totalement désintéressée qu'on porte avec Data Sulting et un certain nombre de partenaires sur le site mentionné en dessous, observatoiredata.fr. Et vous pouvez aller faire vous-même votre niveau de maturité. Vous aurez votre score selon 5 piliers, notamment derrière. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Gaël, toi qui pilotes la chose depuis quelques années maintenant. Tu fais extrêmement bien, donc je ne saurais pas quoi rajouter. Non, mais c'est intéressant en fait de s'appuyer sur ces chiffres et vous-même de vous emparer en fait de ces sujets, puisqu'il y a pas mal d'indicateurs qu'on va collecter sur les fameux 5 piliers. Donc on parlait de la culture data, mais il y a aussi des enjeux de gouvernance et des enjeux de compétences dans les entreprises. Et on est des acteurs du numérique, donc la compétence en ce moment, on sait que c'est un vrai sujet. Donc, je vous invite à aller aussi parcourir les enseignements de l'édition 2023, enfin de 2022 de l'enquête de l'Observatoire. Super, merci Gaël. Et du coup, pour démarrer cette factory et pour cerner un peu mieux notre public, on vous propose de répondre à un petit sondage. Donc, on a 2 questions pour vous. Donc, si vous allez sur le site menti.com et que vous utilisez le code qui est indiqué ici, donc qui est donc 1191 1497, Mathilde, tu peux me confirmer que c'est bien ça parce que j'ai fait les screenshots hier. C'est bon, ça n'a pas changé. C'est bien ça. Vous allez pouvoir répondre à 2 petites questions. Donc, la première qui est de savoir pourquoi vous êtes venu. Et la deuxième, qui est de savoir plutôt quel est votre profil. Voilà. Est-ce que je te donne la main, Mathilde, du coup? Oui, je viens. Super, il y en a un qui a répondu. On est combien actuellement? On est une quinzaine dans le Zoom. Zoom. Donc, on va attendre un petit peu le temps que vous arriviez à vous connecter. Si vous avez des questions ou si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous mettre un petit message ou à prendre la parole. Donc, normalement, c'est assez simple. Hein. Vous allez sur menti.com, soit sur votre téléphone, soit sur votre PC. Et vous allez pouvoir répondre à cette première question. Donc, apprendre, c'est bien. J'espère qu'on va tenir le challenge. Pierre et Magali, je ne vous mets pas la pression. Curiosité. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de réponses quand même. Réponses, oui. 6 sur 15. On n'arrive pas à faire mieux que 6. Allez, on laisse encore une petite minute. Après, si on change la scène, je crois qu'on ne peut pas revenir sur la question d'avant. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, on est obligé d'avoir toutes vos réponses avant de passer à la question d'après. Vous pouvez juste rappeler le code? Alors, il est écrit juste en haut, c'est 1191 1497. Merci. Avec plaisir. Je vous le remets dans le chat. Vous le voyez là affiché, le code? Il est en haut là. Oui, parce que moi j'ai la barre de Zoom, donc c'est pour ça. Oui, on le voit bien. OK. Nickel. 5, 3, 8. Allez, 10 secondes, 10, 9. Ah voilà, un 9e, formidable.
Ok, donc principalement pour apprendre et par curiosité. Donc, ça veut dire qu'on a quand même peu d'experts autour de la table. Si on n'a pas de réponse, vous rassurez. Chose qu'on va confirmer avec la slide d'après. Tu passes à la question d'après, du coup, Mathilde? Oui. Allez, 7-3, apprendre. Votre Et donc, du profil. coup, savoir un peu si vous êtes plutôt un profil business, plutôt un profil tech, un profil data. Je vous laisse faire le choix entre les deux. Ou plutôt un profil prod, pour le coup, vraiment métier. Et c'est vraiment le sujet de la maintenance connectée qui vous intéresse. Alors, on peut faire qu'une réponse. Hein. Il faut choisir où est-ce que vous êtes. Vous n'avez pas le droit de répondre data et prod. Il faut choisir quelle est votre dominante principale dans le sujet. OK, data, business, intéressant. Et 3, 6, il faut au moins qu'on arrive à 10, comme tout à l'heure. Ah ben, moi, je ne vais pas répondre, là, pour le coup. Comment ça, tu ne vas pas répondre? J'ai pas mis autre. C'est vrai que j'avoue que j'ai pas mis autre. J'aurais pu rajouter autre. 3, 6, 7, 8, donc ça n'avait pas répondu. Okay. Ouais. D'accord, donc data business. Donc ça veut dire que messieurs, enfin Madame Magali et Monsieur Pierre, vous allez devoir osciller entre un peu de tech data et un peu de business pour illustrer vos propos. Super, bah, merci à vous d'avoir répondu à ce sondage. Et du coup, je laisse la main à Magali qui va reprendre la main sur le partage et qui va faire une petite introduction avant de laisser la parole à Pierre. Et je vous souhaite une bonne factory du coup à toutes et tous. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir, lever la main, poser des questions. On essaiera d'organiser la chose. Absolument. Donc, je reviens là où on était. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Magali Germont. Vous l'avez vu, j'étais dans la petite slide de copilote. Donc, je copilote cette factory. Et l'idée, alors moi, j'ai un mot que j'adore et que j'emploie très souvent, c'est la vulgarisation. Donc, j'aime bien introduire toujours les sujets, surtout si c'est des sujets complexes, techniques, etc., en essayant aussi déjà de présenter. Et ça tombe bien parce qu'au vu des résultats du Menti, on voit que finalement, tout le monde n'est pas forcément tech ou dev. Et donc, c'est toujours bien un petit peu d'expliquer avant de rentrer dans le cas d'usage le choix de ce titre, du sujet d'aujourd'hui et pourquoi on est là autour de l'écran. Alors, juste, je rappelle, j'en profite, faites attention parce que par défaut, vous n'avez pas forcément le micro coupé et on entend des interférences. Donc, s'il vous plaît, même si vous êtes sur le téléphone, vous pouvez couper votre petit micro. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a plein de questions qui se posent, maintenance, prédictive, prévisionnelle, on entend beaucoup de choses. Et donc, question, pourquoi, comment, quel contexte, quel objectif, intérêt, avantage, etc. Donc, cette petite intro, elle est là pour justement essayer de répondre à ce challenge, de comprendre déjà, alors pourquoi derrière le mot maintenance, on a eu parlé de la maintenance corrective, de la maintenance préventive, et maintenant on parle de maintenance prédictive. C'est un sujet qui est un peu pilier dans l'industrie 4.0, le prédictif, alors qu'on était beaucoup sur du préventif. Alors, la différence entre les trois. Alors, on va dire maintenance corrective, c'était un peu l'ancienne époque, où on attendait que les choses tombent en panne pour corriger. Donc, lorsque les équipements et l'outillage tombaient en panne, on se mettait en best effort pour corriger et réparer à l'instant T. Alors, avantage et inconvénients. Avantage, évidemment, du coup, pas de choses mises en place en amont, donc pas de faible coût au départ, et puis pas vraiment de maintenance, puisqu'on attend que l'outil soit en panne, que le système soit en panne. Du coup, on n'a pas de personnel associé à ça, et on a une planification finalement assez minimale. Inconvénient, évidemment, c'est qu'au moment où ça tombe en panne, ça coûte très très cher et ça peut avoir de très 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 lourdes conséquences. Que ça peut avoir aussi un impact sur la sécurité et sur potentiellement donc les dommages, non seulement peut-être de la pièce qui est tombée en panne, mais plus important au niveau des machines. Et donc, ça peut, là, encore une fois, coûter très, très cher. De ça, un deuxième step est arrivé, ce qu'on a appelé la maintenance préventive, où on est davantage, on se base sur l'estimation du cycle de vie d'un équipement. Donc, on considère qu'on connaît à peu près son temps de vie
Et du coup, on met en place les actions. Donc, on fait des actions régulières de vérification, hein, vérifier que l'équipement est correct. On fait un petit peu un entretien, hein, un peu comme sa voiture, et on vérifie. Alors, c'est un peu le principe du mieux prévenir pour guérir, mieux prévenir que guérir, pardon. Donc, voilà, on est vraiment… Donc là, les avantages de la préventive, bon, ben, c'est par rapport à la première, évidemment, prolongation de l'efficacité, hein, du cycle de vie des équipements. Probabilité un peu réduite des pannes, forcément, et quand même une certaine économie d'argent par rapport à la maintenance corrective. Évidemment, il y a toujours des inconvénients. Les inconvénients, ben, on ne peut pas tout prévoir en termes, même si on regarde régulièrement qu'est-ce qui se passe sous le capot, ben, on sait tous qu'un beau jour, la voiture, on ne sait pas pourquoi, elle fait un joint de culasse, ou enfin bon, bref, et elle tombe bien en panne, et ben, c'est raté, même si on a bien fait toutes les années notre petite vérification, contrôle technique. Donc, augmentation aussi, malgré tout, de l'intensité du travail, du coup, parce qu'on met en place plus de personnel pour effectuer ces actions préventives. Et puis, du coup, il y a des temps d'arrêt planifiés, et ça, on n'y pense pas, mais les temps d'arrêt dans une industrie, dans un laboratoire, ça coûte de l'argent. Et puis, du coup, des temps supplémentaires sur la planification, en effet, des tâches. Donc, voilà, particulièrement depuis 2020, hein, un regard un peu plus intéressé sur ce qu'on appelle la maintenance prédictive, où là, du coup, on est plutôt dans vérifier en temps réel ce qui se passe grâce à des capteurs, donc on va vous en parler, c'est la fameuse maintenance connectée, hein, et puis on va pouvoir suivre en temps réel l'état de la machine, l'état des dispositifs, et puis procéder à la réparation en temps voulu. L'objectif aussi, c'est de pouvoir, grâce, c'est là où ça devient intéressant, à l'intelligence artificielle, anticiper ces pannes et offrir la possibilité du coup d'intervenir en évitant les coûts. Donc, les avantages, temps et coût de maintenance réduits, hein, des risques réduits par rapport à la sécurité, ça c'est important, une certaine démarche environnementale aussi, rassurer la qualité des équipements. Et puis, les inconvénients, on ne va pas se cacher, évidemment, certaine conduite du changement. Donc, il y a toujours un côté humain à préparer les équipes à différents usages. Et puis, un gros investissement, évidemment. Il y a un investissement, il y a un coût de départ, matériel, logiciel, expertise, formation aussi. Mais c'est un coût, on va le voir, dans le ROI final, sur lequel vous, de toute façon, il y a un véritable ROI. Alors, si on regarde un petit peu au regard justement de l'évolution, donc le thème d'aujourd'hui, c'est de l'industrie, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'innovation, de stratégie de maintenance, des technologies en face, et puis du coup de l'efficacité globale des équipements, on se rend compte que dans le temps, au fur et à mesure de ces fameuses industries 1.0, 2.0, 3.0, nous en sommes donc à 4.0, intégrer des solutions digitales, intégrer de l'IoT, investir dans de la maintenance prédictive, c'est apporter une efficacité globale des équipements à plus de 90%. Donc, en effet, ça vaut le coup. Alors, rapidement, du coup, la maintenance prédictive en question, pourquoi on l'a vu, anticiper les défaillances en fonction des paramètres prédéfinis d'un équipement, d'un objet, d'un système. Donc, quelque part, se placer au devant de la panne et pas au moment de la panne. Comment ? C'est là que la donnée arrive, c'est mettre en place des dispositifs pour pouvoir collecter et analyser les données de ces équipements en temps réel et utiliser du coup des technologies d'intelligence artificielle. Dans un contexte d'industrie 4.0, ça va être limiter du coup et optimiser aussi l'indisponibilité des machines et des engins. Donc réduire ces temps en effet de latence. Et puis, l'objectif, c'est pouvoir prédire précisément quand un équipement est à risque ou est en mode dégradé. Les avantages, on l'a vu, c'est une source de ROI, réduction des frais de maintenance, réduction des pannes, allongement des durées de vie des équipements, fiabilité, amélioration des gestions des stocks, etc., etc. Alors, rapidement, les étapes, pour mieux comprendre ce que va vous présenter après Pierre, les étapes pour mon entreprise. Alors déjà, il faut se poser des vraies questions. Déjà, identifier le gain, parce que malgré tout, toutes les entreprises, on n'y voit pas forcément, peut-être que ça ne va pas être un gain pour vous. Donc, il faut pouvoir déjà, comme tout projet,
et surtout des projets data, bien concevoir et se poser les bonnes questions au départ. Pour mon entreprise, à quel endroit j'investis dans la maintenance prédictive et quel va être mon gain? Donc, bien placer ce sujet-là. Ensuite, il y a la collecte des données utiles. Donc, la cartographie des données, qu'est-ce que j'ai comme données, qu'est-ce que je peux récupérer, comment je peux les récupérer et éventuellement mettre en place des systèmes IoT de capteurs et de mesure de cette collecte de la donnée pour pouvoir mieux l'exploiter après. Ensuite, on en arrive à l'étape data science qui est un peu plus la mienne. Ça va être découvrir et détecter ces anomalies et modéliser tout ce qui est la prédiction de ces défaillances. Donc, c'est l'étape vraiment de modélisation. Pour terminer avec le déploiement, on met en production et donc là, on met en place tout un système de flux de données en continu et d'analyse en temps réel pour pouvoir justement envoyer les bons warnings au bon moment. Donc, très rapide, pour donner un peu des chiffres et des exemples de coûts, comme je disais tout à l'heure, dans le cas, pas de maintenance prédictive, s'il y a des coûts d'arrêt, le temps de corriger, eh bien, on voit, ça c'était des chiffres en 2021, chiffres en euros, entre autres dans le secteur de l'automobile, ça peut coûter très, très, très cher. De la même manière, quelques chiffres, c'est de se dire, alors j'ai trouvé que d'après le cabinet McKinsey, par exemple, la réduction des coûts de maintenance est de 10 à 40%, ainsi que la réduction, mettre en place la maintenance prédictive, ça permet aussi de réduire de moitié le nombre de pannes, ce qui n'est pas négligeable. Et on ne va pas se cacher, je l'ai dit aussi, 2020, ça a été un excellent accélérateur de conduite du changement dans les entreprises du secteur industrie, puisqu'en effet, on a 72% en fait, des grandes entreprises industrielles interrogées qui, du coup, ont considéré que la maintenance prédictive comme un véritable objet stratégique et ont vu les technologies d'intelligence artificielle comme des piliers pour leur innovation. Et puis, 20%, une entreprise sur 5 a même investi dans une équipe en interne pour déployer des projets de maintenance prédictive. Donc maintenant, pour mieux comprendre, j'ai parlé d'équipement, j'ai parlé d'IoT, j'ai parlé d'intelligence artificielle. Vous avez compris, il y a la partie système, il y a la partie algorithme. Pourquoi les algorithmes? Eh bien parce qu'en fait, la technologie, entre autres de machine learning, représente vraiment par son principe, le principe d'apprentissage à partir des données, représente une technologie très, très forte pour pouvoir justement anticiper et sortir des prédictions. C'est ce qu'en fait nous allons voir aujourd'hui. Alors, je vais donner la main côté, là, du coup, plutôt capteur, IoT et éditeur. Donc, je vais laisser la main à Pierre pour son approche, justement. Et puis ensuite, je reprendrai la main pour une approche un petit peu plus algorithmique. Voilà. J'arrête le partage. Pierre, à toi. Alors, très bien, merci, bonjour. Oui, il faut que j'attende. Et ça y est, ça marche. Donc, tac, je pense que vous voyez mon écran. A priori, tac, ça devrait le faire. Alors, le temps que Pierre partage, j'en profite, si vous avez des questions, si des points qui ne sont pas bien clairs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou interagir dans le chat. C'est fait pour ça. OK. Vous voyez mon écran? Parfait, super. Bon, merci Magali. Alors, il y a beaucoup de choses qui se croisent dans ce qu'a présenté Magali, ce qui est parfait. Je vais pouvoir vraiment réduire fortement, même ultra fortement, les points sur justement quelle était l'évolution. Je pense totalement en adéquation avec ce que vient d'être présenté. Ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, le passé, le présent et le futur. Le point est intéressant. Enfin, je vais surtout focaliser sur, on va pas dire le concret, mais des cas d'usage, présenter ce que comme notre approche au niveau de la prédiction de la panne, la maintenance prédictive, et où on est allé, où on va dans le futur. Donc, donc je suis Pierre Nakache, donc le président et cofondateur de la société Assystem. Assystem, en quelques mots,
on est toulousain, voilà, on a surtout la R&D, toute la partie R&D production à Toulouse, hein, et on a incorporé la société Kessin-Lodari. On a créé ça en 2016. On a tout fait, assez, bon, voilà, assez, je pense assez original. Toute la R&D, de la partie hardware, réseau, plateforme et IA, tout a été vraiment développé en interne à 100%. Notre évolution, parce qu'on est dans un domaine qui est compliqué, hein, qui est très lent, qui est l'industrie. L'industrie, ce ne sont pas des gens qui vont prendre des décisions vite, hein. Ils mettent souvent plusieurs années avant de déployer des choses. Par contre, ils les déploient pendant aussi plusieurs années. Donc, on a passé notre travail à faire des POC, hein, à amorcer le marché. Et puis, depuis 2020, on a aujourd'hui des déploiements qui sont en cours dans des grands comptes, et on a vraiment fait un travail de réseau de revendeurs dans le monde. Donc voilà, là, notre présence, elle est partout aujourd'hui, excepté certains pays, surtout par rapport à des certifications, à des problématiques de certification. Donc, nos secteurs d'activité alors qui sont liés à une forte traction. Alors, désolé, j'ai du français et de l'anglais, hein, un peu un mélange, je n'ai pas tout traduit, mea culpa. Voilà, ça c'est dit. On a un gros push, une grosse traction aujourd'hui sur l'énergie, aussi bien fossile que nucléaire, en espérant aussi toute la partie renouvelable qui est en train d'arriver, et le domaine d'activité qui est l'industrie pharmaceutique et de l'eau. Mais néanmoins, nous avons véritablement prouvé, et nos clients sont dans tous les secteurs de manière transversale, puisque finalement, maintenir une machine, en fait, la machine, elle est un peu partout la même. Enfin, bon, n'en déplaise à certains, une machine, elle tourne, elle vibre, elle bouge, elle fait du bruit. Donc, voilà. Hein. On a une technologie qui est liée, qui est basée sur ça, on est capable de couvrir énormément de domaines d'activité. Donc, l'objectif que nous avons eu, hein, pour bien rentrer dans la partie analytique et comment ça marche, en fait, prédire une panne, en fait, on s'y est rendu compte qu'on avait très, très peu d'accès à la donnée chez un client. Les clients ont des datas, ont des capteurs, ont des choses, mais en fait, le problème, c'est que tout ça, c'est très, très difficilement accessible. C'est souvent même pas, même si c'est accessible, c'est souvent pas tagué, comme on dit, c'est-à-dire on ne sait pas d'où elle vient, si la pertinence, à quel moment, au niveau temporalité, elles arrivent, etc. Donc, ce n'est pas si simple que ça d'avoir des éléments qui viennent depuis le process. Donc, en fait, on s'est dit, tant qu'à faire, générons nous-mêmes nos données. Et donc, au travers de la partie acoustique et vibratoire, et croyez-moi, ça apporte énormément d'informations. Alors, juste pour le petit ricochet par rapport à ce qu'a dit Magali, la base est finalement la base de la prédiction de la panne, de la maintenance prédictive, c'est déjà d'être capable de prévenir, disons, le plus tôt possible, même ultra tôt, que guérir. Pourquoi ? C'est que, en fait, si vous avez des éléments d'information qui viennent juste avant la panne, comme par exemple l'augmentation de température, ça c'est typique, on voit, hein, quand quelque chose surchauffe, quand votre électronique surchauffe, c'est déjà trop tard, hein, vous mettez ça à la poubelle. Le problème, c'est que il faut avoir des informations très, très, très précocement. Même si ce n'est pas des informations qui vont dire ça va être une panne, mais ça vous dit, tiens, il y a une dérive, il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'évolution. Et grâce à ces technologies acoustiques et vibratoires, surtout acoustiques, vous avez vraiment des informations très, très précocement. Donc, avant de parler de data et de traitement de la data, il faut déjà avoir la bonne data et le plus tôt possible. Voilà, c'est ce que j'essaie vraiment d'expliquer. Et c'est pour ça que nous, on a développé une technologie qui est aussi bien hardware que transfert de la donnée, hein, par rapport à des réseaux sans fil, mais aussi le traitement de cette donnée. Donc, on a vraiment voulu faire quelque chose de complet. Donc, on a une balise, hein,
pas si vous voyez, mais bon, ça ressemble à ça. Voilà, c'est pas très gros. Ça dure une dizaine d'années en autonomie avec des piles AA. Vous positionnez ça sur une machine et à partir de là, je résume, vous commencez à générer assez de données pour, détecter une anomalie. Je vais vous présenter en démo comment ça fonctionne et donner une cause probable de la panne. C'est pareil, l'intelligence artificielle, c'est génial, c'est fantastique. Les traitements algorithmiques aussi sont fantastiques, mais il n'empêche que parfois, ce n'est pas si simple de donner à 100% un indice de confiance sur une panne. Okay. Là aussi, pour rebondir un tout petit peu sur rebondir avec ce qu'a dit Magali, ce que nous avons eu comme retour auprès de nos clients, et ça c'est le feedback aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que effectivement, les arrêts non programmés, c'est le premier et le plus gros impact, le plus rapide à comprendre au niveau ROI, parce que un arrêt, c'est comme l'a montré Magali, ça peut amener des coûts juste phénoménaux par heure d'arrêt. Le deuxième point qui est assez intéressant, c'est le fait de fiabiliser les équipements. En fait, pourquoi nous avons une traction sur l'industrie fossile, c'est que ces gens-là veulent quand même que leurs produits durent le plus longtemps possible, sans avoir à les renouveler, peut-être en espérant, en tout cas, enfin moi c'est ce que je crois, aller vers du renouvelable pur. Donc, il y a vraiment une notion de dire, je fiabilise, j'optimise mon matériel et être capable d'aller vraiment dans un produit fiable et optimisé. Toujours là-dessus. Et puis, le dernier point qui est quand même, ce que m'avais dit, c'est vraiment le mal du siècle et ça va pas se guérir comme ça. C'est qu'en fait, il y a de moins en moins d'effectifs. C'est de plus en plus difficile d'embaucher des gens au niveau de la maintenance. C'est vraiment du concret. Et vous pouvez en parler avec des Airbus et toute la clique qui est autour de chez nous, de la région toulousaine. C'est très, très, très compliqué. Et en plus, ils ont de plus en plus les équipes qui ont de plus en plus de difficultés à aller aborder tout l'ensemble des équipements. Là, c'est pareil, ça fait partie de ce qu'a dit Magali de manière peut-être légèrement différente, mais c'est similaire. Là, il y a véritablement aujourd'hui, et même dans les usines les plus modernes du monde, le visuel, on va voir si ça fonctionne. Et l'objectif de l'IA, de l'IoT, des capteurs, des informations qui sont en capacité à collecter des informations à distance, c'est que justement, c'est à distance, les gens ne se déplacent plus, mais aussi toute cette génération de données va pouvoir apporter un indicateur de prédiction de la panne, mais aussi utiliser ces données-là pour pouvoir encore faire plein d'autres choses en relation avec le process. Là aussi, pareil, exactement les mêmes informations qu'a présenté Magali. Alors, je pousse un tout petit peu plus loin l'histoire, c'est qu'après la maintenance prédictive, on est en train aujourd'hui de parler de plus en plus de la maintenance prescriptive. Globalement, ça c'est le rêve, le rêve ultime qui arrivera, on ne sait pas quand, mais il arrivera, c'est de dire, d'avoir véritablement la capacité à dire, je prescris et par exemple, j'indique quelle pièce et quand elle doit être changée. Ça, c'est vraiment le coin ultime. On n'en est vraiment pas là. Il y a certaines industries qui sont capables de le faire, tout simplement parce que, par exemple, vous prenez un ascenseur, toute la partie ascenseur avec Kone, ils ont pu mettre en place presque jusqu'à la prescription de la pièce à changer, parce qu'ils ont un seul élément, ils connaissent parfaitement leur domaine d'activité, ils vont très loin. Mais dans l'industrie, chaque machine est unique. Alors, comment ça fonctionne ? Je vous montre en vrai comment ça fonctionne. Là, vous avez un dashboard qui est une simulation.
En fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la machine, le matériel fonctionner pendant un certain temps. Et au bout d'un certain temps, vous allez dire, ben voilà, pendant toute cette période-là, je considère que c'est des informations qui sont pertinentes, c'est le fonctionnement de la machine comme elle devrait fonctionner. D'accord? Alors, ça peut durer plus ou moins de temps en fonction de la complexité de la machine, mais bon, là, c'est un élément simple. Et vous lancez l'entraînement. À partir de là, l'appareil va faire deux choses, enfin la technologie va faire deux choses. À partir de tous les éléments de données qui sont bien complexes, elle va commencer à donner un score d'anomalie en disant bon, il y a un problème, il n'y a pas un problème. Et dès que le problème arrive, vous allez avoir une information qui va apporter une catégorie de fautes suggérées. D'accord, avec toujours un indice de confiance, un indice de similarité qui va être le plus ou moins important. Vous regarderez et vous remarquerez que lorsqu'on positionne ce genre de choses, je n'irai pas trop loin dans la discussion, mais que vous compreniez vraiment ce qu'on peut faire avec la data. C'est très bien de dire, par exemple, là, il y a un sifflement sonore et que c'est un problème de lubrification. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que derrière cet élément-là, il y a peut-être d'autres éléments, parce que finalement, une machine, c'est très complexe. Et il peut y avoir des problématiques sous-jacentes qui doivent être présentées au mainteneur. Sinon, il peut peut-être aller vers des problèmes, régler des problèmes qui ne le sont pas. D'accord ? Voilà. Donc là, par exemple, on peut avoir un problème de stade d'usure et puis même jusqu'à d'autres éléments qui peuvent être derrière. Voilà. Donc ça, je voulais juste vous montrer comment ça fonctionnait. L'idée est toujours de notre côté, c'est que les algorithmes et le pseudo-IA, mais l'intelligence artificielle qui a derrière cette technologie doivent surtout amener une information très simplifiée, mais aussi la capacité d'aller très loin dans le diagnostic, de pouvoir interpréter. On ne peut pas et on ne pourra jamais aller au moins avant plus d'une vingtaine d'années, être capable de donner une information qui sera que je dirais le robot, l'IA, donnera l'information et point barre. Il y a toujours quelqu'un derrière. Hein. Voilà. Donc, cas d'usage, je vous montre un exemple de chez qui. J'ai mis chez qui là. Ah oui, donc là, c'est par exemple des pompes. Vous voyez là la balise qui est fixée sur une pompe. Et voilà, à partir de là, les éléments vont apporter une indication. Là, c'est un exemple je crois, dans une industrie minière. C'est une pompe. Là, l'appareil a détecté, l'IA a détecté une anomalie et a donné un diagnostic qui est un problème de déséquilibrage d'un rotor. Voilà. Et on a aussi des sifflements à l'arrière de cette information-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui a montré qu'en fait, c'était un problème de cavitation dans une pompe. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans la technique parce qu'il y a peu de gens, je dirais, du process dans le pool des gens là. Mais globalement, l'idée, c'est que donner un outil comme ça, c'est surtout pouvoir pallier à des problèmes de compétences, finalement, en expertise vibratoire et acoustique, que de moins en moins de gens ont, mais aussi de pouvoir apporter une forme d'intelligence dans l'aide au diagnostic un peu plus poussé, voilà, grâce à cette technologie. Le point, et ça c'est pour ça que je serais content de pouvoir laisser la main à Magali, c'est que voilà, nous on a une brique technologique, elle marche super bien, franchement. Elle est plutôt bien, elle répond sans fausse alerte, en tout cas pour l'instant, à des problématiques, mais c'est une brique technologique. Et comme dans tout, dans l'industrie, comme dans tout, une brique doit se lier à d'autres informations. Et l'objectif du client qui est l'industriel,
aujourd'hui, c'est comment faire pour que la maintenance prédictive soit liée à leur process de fabrication. Et d'où l'importance que les data, que les différentes informations, différentes data puissent être collectées et puis amener encore un niveau au-dessus, au niveau de l'interprétation et du traitement des données. Voilà. Je pense que ça, c'est pour moi le sens de l'échange que j'aimerais avoir, que j'ai de plus en plus au niveau, auprès de mes clients, c'est que bien, c'est très bien de faire de la maintenance prédictive, mais c'est je dirais, dans l'ensemble du process qu'il faut regarder ça. J'ai fini mon petit débrief. Hein. Je ne sais pas si ça a été J'avais clair. une question, alors je ne sais pas, je lève la main. Oui, bien sûr. Bonjour Jean-Pierre Gaël, du coup, moi je travaille sur les sujets data et donc ça me parle bien le côté alimentation. Et j'avais une question parce que ça m'est arrivé d'être confronté à des clients qui se posent des questions justement sur est-ce que j'y vais sur la maintenance prédictive ou pas, parce qu'ils ont des problématiques de dispersion de leur matériel dans différents endroits de la planète et qui se disent pour équiper tout ça, au final, est-ce que le coût d'investissement va pas me revenir plus cher que le retour sur investissement que je pourrais avoir en mettant en place de la maintenance prédictive. Donc ma question, c'est comment tu définis le ROI ou comment tu aides le client à se positionner sur ce sujet-là? Alors, le client va faire, je prends l'exemple du offshore, parce qu'on est sur le offshore, là c'est le pire. C'est-à-dire que le coût d'un déplacement est très compliqué. D'accord. Déjà, rien que ça permet de pouvoir avoir un indicateur en lien avec combien coûte un déplacement pour amener un expert avec le matériel au plus près de la machine et qu'est-ce que ça va amener. Il y a d'autres éléments qui sont tout simplement combien coûte. C'est des choses assez basiques, hein, mais avant de commencer à parler de problèmes d'arrêt non programmé et de coûts d'arrêt non programmé qu'ils ont, hein, tous, hein, ils savent tous combien de temps ça coûte, combien d'euros ça coûte. D'accord. Mettre ça de côté parce qu'ils considèrent ça qui n'est pas systématique. Mais ils parallélisent systématiquement ça à le rondier, la personne qui va aller faire le tour de toutes les machines dans une usine. Combien ça va leur coûter? Quel est le temps qu'il va faire, qu'il va prendre pour faire ça? D'accord. Eh bien, ils prennent ces informations-là, ils les comparent avec le prix d'une installation de ce type d'équipement. Voilà. Donc, ça, pour répondre à ta question, c'est qu'ils vont avoir des approches qui sont supplémentaires, pas simplement l'arrêt non programmé, pas simplement la fiabilisation, l'optimisation de la machine. Ils veulent d'abord savoir combien ça va leur coûter concrètement, enfin, ça va leur apporter comme gain au niveau d'un déplacement humain, je dirais, de ça. Le dernier point, qui me semble être très important, enfin, nous on a systématiquement ça, c'est que un IoT a un avantage quand il est bien fait, c'est d'être facilement positionnable et pas avoir besoin d'infrastructures, de réseaux, de câbles et de choses comme ça qui sont très coûteuses en fait. Donc, en fait, le déclenchement de leur approche, enfin de leur go, hein, à nos clients aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, on sait combien ça coûte, mais on sait que ce coût-là est simple. Et il ne va pas être augmenté par les coûts de mise en place, d'installation, de support, etc. Voilà. Clair. Ça marche, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans l'assistance? Moi aussi, j'ai quelques questions, peut-être un peu plus techno, mais n'hésitez pas, soit à lever la main, comme l'a fait Gaël, à prendre la parole, ou à poser vos questions dans le chat. Moi, j'ai une question. Dans ce que tu as expliqué, ce que j'ai compris, c'est que l'intelligence artificielle que vous avez développée, quand même, s'adapte à chaque machine. C'est ça, c'est suite à une phase d'acquisition, en fait, est en capacité de détecter. Donc, il y a quand même une sorte de généricité et d'adaptation au contexte spécifique de chaque machine. J'ai bien compris le sujet? Exactement ça.
Simon. En fait, on a très vite réalisé qu'en fait, chaque machine dans une industrie, chaque machine était différente. Même si elles pouvaient se ressembler, leur usage et leur emplacement étaient complètement différents. Tu parlais de météo tout à l'heure. Franchement, c'est un gros problème parce que une machine qui est dans un environnement va avoir un comportement complètement différent d'un autre. Donc, il a fallu vraiment se dire, voilà, comment on peut faire pour être le plus universel possible. Donc là, le premier, ce que je vous ai présenté au départ, c'est de générer ses propres data. Ça, c'est un des paramètres les plus importants. Et puis, à partir de ces données-là, en fait, et en fonction de la complexité de la machine, parce qu'une machine, elle peut tourner tout le temps la même chose, puis elle s'arrête, puis elle peut avoir des mouvements, elle peut augmenter, descendre, avoir une application et une autre. Donc là, il faut amener de plus en plus d'informations. Et je dirais la phase de learning, la phase d'apprentissage va être plus longue. Mais au bout du compte, on apportera deux éléments, comme je l'ai dit. Le premier qui est un élément complètement, presque non supervisé que par les données qu'on a reçues, qui va dire simplement, il y a une anomalie par rapport à ce qu'on a, là où on a vu l'entraînement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis le deuxième niveau est notre expertise au niveau de la maintenance, qui est de dire comment rapprocher cette anomalie avec des informations qui correspondent à une machine. Alors, pour nous, et je finirai là-dessus, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que en fait, on ne fait pas du pur non supervisé, puisqu'on va demander au client de nous dire si c'est une pompe ou un broyeur ou un convoyeur ou un système de traitement de l'air. À partir du moment où il a indiqué à l'algorithme que c'est ce type de machine, de moteur, à partir de là, il va orienter les diagnostics. Super. J'aime beaucoup ta présentation, effectivement, qui dit c'est pas forcément une panne, mais en tout cas, c'est une anomalie et que derrière, l'homme doit reprendre un peu la main et effectivement faire des diagnostics. En général, chaque industrie ou chaque industriel connaît bien ses machines, a des mainteneurs dédiés et donc vont être en capacité d'aller jusqu'au bout du diagnostic, mais déjà ont un indice disant que je dois aller me déplacer, je ne vais pas me déplacer pour rien, je sais que j'aurai quelque chose à diagnostiquer derrière et on voit de suite les coûts que ça peut économiser. Donc, je trouve cette approche assez intéressante. Il n'y a pas que de la magie non plus, il y a aussi des choses pragmatiques à remonter dans ce principe-là, quoi. Je rebondis à ce qu'on avait discuté un petit peu avant avec Magali, c'est que en fait, beaucoup de gens ont eu, les industriels ont été vraiment crispés par les technologies il y a quelques années, quand ces technologies-là sont arrivées, parce qu'ils ont eu vraiment l'impression, et ils ont eu raison, que c'était une black box. C'est-à-dire qu'en fait, tu parlais de magie, tu parlais de données qui n'étaient pas accessibles. En fait, ils se sont retrouvés devant des gens qui leur apportaient quelque chose vraiment magique. Tu mets ça, il va t'indiquer que ça ne va pas, il va te dire quel est le problème. C'est une aberration parce que, il faut que la première question que va poser un mainteneur ou quelqu'un qui est en face de ce genre de problème, va dire je veux en savoir un petit peu plus, que je comprenne. Et le deuxième point, c'est que toutes ces données-là, elles sont passionnantes, elles sont intéressantes, mais elles vont être aussi utilisables pour faire d'autres choses, pour amener des informations qui vont aller pour améliorer le process, permettre d'améliorer la sécurité aussi. Magali en a parlé, c'est important. C'est en lien aussi à tous ces éléments-là. Donc, vraiment, garder l'idée d'être le plus ouvert possible dans l'information et donner accès aux données et aux informations, c'est devenu presque la première demande de nos clients. Bonjour, moi j'ai une petite question complémentaire là-dessus à Pierre.
comment vous arrivez à convaincre vos clients de fournir des données qui potentiellement peuvent être extrêmement critiques sur leur process, peuvent donner des informations hyper précises, voire stratégiques, hein. Par exemple, avec un capteur acoustique, si le moteur ne tourne pas, on le sait. Et si c'est je ne sais pas quel type de moteur, mais si c'est une chaîne de prod complète, on sait que ça n'a pas tourné, on a des données économiques, on a plein de choses. Comment vous arrivez à passer cette barrière-là, en fait, avec cette solution? C'est une bonne question, c'est une excellente question. C'est d'abord, en fait, on travaille avec des gens comme Thales, Orano, Ariane Group, et croyez-moi, Airbus aussi, c'est pas des simples. Je rigole, mais c'est vrai, ils ont raison de ne pas être simples. En fait, ce qu'on fait, c'est que toute la partie serveur et traitement de la donnée, dans ces cas-là, sont on-premise, c'est-à-dire que ce sont des technologies qui sont directement placées aussi bien physiques qu'en cloud dans leurs propres infrastructures. C'est la première chose à faire. Et je finis juste. Et le deuxième point qui est très important, qui est systématiquement demandé, c'est comment est transférées les données depuis le capteur jusqu'à le serveur par le réseau sans fil. Est-il sécurisé? Est-il cybersécurisé? Est-il crypté? Et là, pour le coup, on utilise une technologie qui est le LoRa, LoRaWAN, qui est une technologie, LoRa, c'est long range, qui envoie des données à très petite quantité, mais de manière à très grande distance. Par contre, je dirais nativement, ces technologies-là sont cryptées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que ce déploiement de réseaux est totalement, je dirais, totalement intégré dans l'ensemble de plus en plus des industries. Bon, là, je peux en parler puisque j'ai eu dernièrement le go de communication d'Orano. Orano, pour rappel, c'est l'enrichissement pour l'énergie nucléaire. Ils déploient ce type de réseau. Donc, en fait, c'est vraiment un choix, avant de parler de data, c'est d'abord un choix technologique qui nativement et naturellement sécuriser les données et ensuite garder en tête, dans leur propre infrastructure ces données-là. Ok, merci beaucoup. Super, merci Pierre pour cette présentation. Bon, on aurait plein de questions encore pour rentrer dans la technique, mais je vous propose peut-être de laisser la parole à Magali. Et puis comme ça, on pourra reboucler la totale en suivant. Moi, j'ai encore plein de questions sinon, Pierre. Top. Merci Pierre et merci, super transition. Donc alors à l'origine, quand on a préparé en effet la factory et l'atelier d'aujourd'hui, l'idée c'était de pouvoir aussi confronter, parce que souvent on a des échanges en fait entre compères, entre éditeurs, et chaque éditeur vient avec sa solution un peu packagée, etc. Même si, comme l'a très bien expliqué Pierre, il y a de plus en plus de la souplesse malgré tout dans ces packages. Et alors, l'objectif aussi, c'était de remettre un petit peu les mains dans le cambouis et de comprendre un peu mieux cette fameuse partie intelligence artificielle et pourquoi tout le monde peut avoir une solution. Alors, moi, mon rôle, c'est un peu ça, et mon entreprise aussi, c'est un peu dans ce sens-là, c'est de dire qu'il y a des solutions packagées toutes faites d'éditeurs, mais parfois ces solutions ne répondent pas exactement à la problématique du client. Alors, chez des grands groupes, dans des grandes chaînes de production, ça passe, évidemment, c'est fait pour. Mais parfois, c'est peut-être une question de qualité des données, de quantité de données, de plein de choses. La solution package, elle va peut-être pas donner la bonne prédiction ou en tout cas apporter la bonne réponse à la problématique du client. Et ça, c'est important parce que problématiques, elles vont des fois au-delà et surtout, les causes, elles peuvent être au-delà de l'équipement, juste le périmètre machine. Alors, pour vous présenter un peu mieux
donc mon entreprise. Donc, moi, je suis toujours Magali Jaron. Je suis cofondatrice de l'entreprise Goodalgo. Donc moi, mon dada, je suis plutôt dans l'expertise intelligence artificielle, mais côté justement tout ce qui va être mettre en place des méthodologies de compréhension pour répondre justement le plus proche possible aux clients et faire vraiment ce lien entre technique, data science et réponse métier. Alors, l'histoire de mon entreprise, elle est un peu particulière et elle va rejoindre de toute façon la présentation, c'est que c'est le rapprochement à l'origine de deux sociétés, une spécialisée dans la data science et une spécialisée dans l'éthique du numérique. On a créé Goodalgo parce qu'on voulait avoir un regard à la fois éthique du numérique sur nos développements et notre R&D intelligence artificielle, on voulait pouvoir alimenter et enrichir ce qui était fait dans la première start-up autour de l'éthique du numérique. Donc, c'est vraiment la rencontre de la data science et de l'éthique du numérique. Et écrit comme ça sur le papier, éthique, data science, on se dit, c'est pas du tout, c'est bizarre, c'est opposé, c'est pas complémentaire. Et pourtant, ça a une réalité, et la réalité, on la touche du doigt aujourd'hui. J'en parlerai un peu plus après, avec le règlement européen, entre autres, sur la transparence des intelligences artificielles. La transparence fait partie des grands principes éthiques, et pour pouvoir mieux comprendre comment rendre des comptes, justement, et mieux maîtriser nos algorithmes, eh ben, il faut avoir cette petite notion d'éthique. Donc, du coup, l'un va avec l'autre, avec au contraire beaucoup de logique. Alors, je l'ai dit, on est une société de prestation de services, en effet, donc on va vendre vraiment du service et de l'expertise. Donc, nous, on ne vend pas la techno, même si on raccroche des briques technologiques maison à ce qu'on va proposer à nos clients. Par contre, on est tout à fait complémentaire d'autres, on fait beaucoup de partenariats avec d'autres entreprises qui, eux, pourraient avoir la techno, voilà, un peu comme Pierre, et nous, on va amener un peu plus d'artisanal. Alors, moi, j'aime bien dire, comme on est des data scientists, entreprise, on est majoritairement des data scientists, qu'on est en fait des artisans de la donnée et de l'intelligence artificielle, parce qu'on va vraiment aller chercher, et c'est ce que je vais vous expliquer là, c'est quoi en fait un algorithme et le sens d'un algorithme, pourquoi d'un coup le machine learning devient ce pilier technologique de l'industrie 4.0, pourquoi ça a du sens, et surtout le rendre transparent, c'est-à-dire arrêter en effet de parler de briques, modèles d'IA qu'on va livrer de manière totalement boîte noire sans savoir ce qu'il y a dedans, pourquoi cette prédiction on devrait la suivre, pourquoi on doit avoir confiance. Et nous, en fait, nos valeurs, c'est un peu ça, c'est apporter la transparence, mais surtout de la confiance dans ce qu'on fait, présenter ça à nos clients, pour qu'ils sachent exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on leur a développé. Ça, c'est vraiment pour nous très important. Alors, voilà, rapidement, mais ce qui est important aussi, c'est la méthodologie. Donc, de ce qu'on propose, et entre autres autour de l'algorithmique et de ces sujets de maintenance prédictive. La méthodologie, elle est très, très, très importante. Alors, on l'a dit, les données, c'est l'entrée. Donc, il y a toute cette partie de compréhension de la donnée, mais il y a aussi pouvoir aller chercher et sortir, et moi j'en parle souvent, sortir des préjugés de la donnée. C'est-à-dire que quand on veut développer un algorithme, si on reste sur le périmètre data tel que nous, on le voit, data issue d'un dispositif ou d'un système, quelque part, on s'auto-censure sur ce qui pourrait expliquer certains phénomènes et donc qui pourrait évidemment aider à cette fameuse anticipation, prédiction. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est un peu ce que je mets dans les approches innovantes, c'est-à-dire avant même de développer, on se met autour de la table, on essaie de comprendre et on essaie d'avoir un regard, nous, non experts, face à des experts de comment fonctionne leur machine, etc., pour aussi dire, ah oui, mais là, attends, c'est quoi l'environnement dans lequel vous travaillez? Ah, ok. Ah, c'est qui les humains? C'est qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Vos process? Et ça aussi, en fait, on se rend compte qu'il y a des données sur ces process, etc. Et que ça peut rentrer dans l'algorithme.
Voilà. Et ensuite, nous, c'est anecdotique par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais comme on est sur l'éthique du numérique, on a des labels, on labellise des projets digitaux et des systèmes d'intelligence artificielle d'un point de vue éthique du numérique. Est-ce qu'ils sont engagés éthiquement ou pas? Et ça, c'est pareil, ça donne un peu plus une valeur en fait à vos projets pour, en tout cas, valoriser le fait que votre démarche personnelle, elle respecte bien aujourd'hui les grands principes de transparence, d'explicabilité et d'interprétabilité. Alors, hop, j'essaie de passer le slide. Ah, ça y est. Alors, je reviens un petit peu à l'idée comment fonctionne un algorithme d'intelligence artificielle. Ça semble évident, mais on parle beaucoup donc de machine learning, parce que c'est beaucoup de machine learning dans l'analyse prédictive. Et sans savoir, on dit oui, on prend des données, il y a un apprentissage, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et puis, voilà. Alors, un algorithme, en fait, donc c'est une technologie à laquelle on va lui donner en effet des informations. Donc, il va se nourrir d'informations, mais surtout, on va lui expliquer à chaque information, on est nous responsables de la compréhension de l'algorithme de cette information. Là, un chat, c'est un chat. Donc, lui, son objectif, ça va être de dire, bon, au fur et à mesure que je lui donne des images de chat, est-ce que cette image, ça correspond bien à l'ensemble des images que j'avais avant? Il apprend, donc plus on le nourrit, plus il apprend, plus il sort des probabilités en disant, oui, il est probable que. Et l'étape d'après, c'est maintenant que j'ai bien compris comment ça fonctionnait, le process, etc., je vais pouvoir simuler, anticiper et encore plus prédire des situations passées. Ça, c'est la manière un petit peu explicative de comment ça marche. D'un point de vue un peu plus technique, pour aller un peu plus loin, évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans un process et qu'est-ce qui se passe au niveau des différentes étapes pour pouvoir mettre en place une potentielle maintenance prédictive? Donc, en effet, au départ, nous avons des données. Et il y a cette première partie donc, de collecte et de nettoyage de données. Et ça, cette partie, elle est très importante parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que les solutions packagées, elles ne vont pas répondre à votre besoin, dans le sens que peut-être vous n'allez pas avoir assez de données. Parce qu'on parle beaucoup des big data, on parle beaucoup de données, mais des fois, et souvent, en fait, les process de digitalisation n'ont pas été assez matures au sein des industriels. Et donc, il y a peut-être un souci déjà de données et de qualité de données. Et ça, notre première étape à nous, data scientist, ça va être de travailler sur justement ce grand nettoyage de la donnée. Alors, je vois que mon slide, il a sauté. Hop. Voilà. Alors, ce travail, il ne peut pas être fait sans l'expert métier. Et ça aussi, c'est important, c'est de se dire que tout au long de la conception d'un algorithme et d'une prédiction, donc de quelque chose qui va vous prédire, il ne peut pas y avoir de développement boîte noire chez soi, dans sa maison. On est obligé d'y associer l'expert métier parce que, comme l'a très bien dit Pierre, chaque machine est différente. Ça, j'aime bien. Mais chaque contexte, chaque usine, chaque process, tout est différent. Et surtout, la raison d'être de la machine, elle est aussi différente. Et une même machine, elle peut même être utilisée de manière complètement différente dans son usage, dans une industrie et dans une autre. Et ça, ça fait partie des paramètres à collecter et à comprendre et à paramétrer. Et donc, c'est pour ça que ce soit dans je collecte, je récupère des données et donc je vais, malgré tout, parce qu'elles ne sont pas toujours correctes, je vais devoir peut-être les nettoyer parce que j'ai peut-être pas un super système IoT justement au niveau de ma collecte. J'ai peut-être pas ça chez moi, mais je veux quand même pouvoir faire de la maintenance prédictive. Et je peux. Donc, c'est là que je fais appel plutôt à des artisans. Donc, il y a après toute la partie, donc j'ai récupéré la donnée, je l'ai nettoyée, et je commence à l'explorer, à l'analyser et à la modéliser, en effet, pour aller chercher ce fameux algorithme qui répondra exactement et qui pourra optimiser le fonctionnement et l'exploitation d'une tâche donnée. C'est ça qu'on lui demande. Cet algorithme, une fois qu'on l'a bien packagé, on arrive on a confiance, et ça aussi c'est pareil,
vérifier que cet algorithme est robuste, il est fiable et on a confiance par rapport à notre contexte et nos données. Et là, on peut imaginer le second step qui devient une étape d'industrialisation. On n'est plus dans le POC. Avant, en général, au début, c'est des proof of concept. Et dans cette industrialisation, on va commencer à mettre en place justement pouvoir présenter les résultats de ce modèle algorithmique, donc prédiction, simulation, etc. Et puis, il y a une petite partie qui nous a été un peu montrée aussi par Pierre, mais très bien, on a un algorithme qui a tourné, et qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, souvent, c'est qu'on va plugger un outil de data visualisation pour pouvoir présenter les résultats, pour pouvoir alerter, pour pouvoir justement envoyer les bonnes informations, attention, erreur en cours ou dysfonctionnement, ou etc. Donc ça, c'est toutes les étapes. Et à toutes ces étapes, vous voyez, le petit bonhomme, en fait, expert métier, il est partout. Ce qui fait qu'en fait, cette complémentarité vraiment entre technicien data science et l'expert métier, elle est fondamentale, surtout lorsqu'on veut faire du sur-mesure et qu'on a une problématique qui ne peut pas rentrer dans un process un peu plus automatisé. Alors, pour être un petit peu plus encore technique, mais je n'irai pas dans le détail, il y a un vrai travail du data scientist, et on l'oublie, qui fait des vrais choix et qui code ses choix. On entend beaucoup aujourd'hui, on croit que la data science, c'est magique, miraculeux, qu'on récupère des bouts d'algorithmes à droite à gauche, qu'on les met ensemble et ça y est, on est data scientist. Il ne faut pas croire, il y a une grosse responsabilité de choix. Dans chaque paramètre, chaque manière de coder, chaque variable sensible. Et ça, c'est vraiment la responsabilité du data scientist, mais il ne peut pas faire ces étapes-là sans avoir les bonnes informations du métier. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que du coup, le data scientist, il est aussi en capacité d'expliquer l'explicabilité, son algorithme et les choix qui ont été faits. En tout cas, il est en capacité de donner des éléments de preuve. Et c'est pour ça que, quelque part, donc non seulement il y a ce travail main dans la main entre l'expert métier et le data scientist, mais aussi il y a cette capacité de pouvoir donner, expliciter et rendre interprétable et explicite son algorithme. Alors, parmi les paramètres qu'on utilise en maintenance prédictive, on l'a dit, il y a des paramètres divers et variés. Donc, aujourd'hui, en général, on va utiliser les capteurs. Alors là, c'est un exemple, au niveau de liquide, les températures, les pressions, les niveaux sonores, les fréquences, des contenus chimiques. On a beaucoup travaillé avec l'industrie chimique, donc les formulations chimiques aussi. Voilà. Et de manière d'usage, un algorithme prédictif, on rentre ces paramètres. Justement, ces paramètres-là, on doit avoir vraiment cette connaissance et cette technicité. On rentre dans l'étape de collecte, d'analyse et de modèle de prédiction. Ça, jusque-là, vous l'avez vu. Là où on peut aller plus loin, et là où nous, on a la capacité d'aller plus loin, c'est de dire, il y a les paramètres issus de l'IoT, les données machines, telles que je vous les ai présentées là, entre autres, et à ces paramètres-là, on va y rajouter des paramètres extérieurs, des paramètres auxquels peut-être on n'avait pas pensé, des paramètres de conditions, on l'a dit, de process, des paramètres humains. On va pouvoir rajouter ces données-là et on va pouvoir du coup modéliser en présentant une modélisation un petit peu plus personnalisée et plus fine, qui va peut-être aller au-delà de « attention, la machine va tomber en panne à tel moment », mais attention, les conditions un tel et un tel et un tel, de température de ci, de ça, peuvent entraîner, dans lequel, par exemple, dans votre espace de stockage, peuvent entraîner une détérioration de la machine. Donc, on va un peu plus loin, en fonction des données qu'on nous donne. On fait rentrer, en fait, dans l'algorithme, plus d'informations. Et du coup, on a un regard un peu plus, en effet, il y a le côté machine, il y a aussi le côté process et le côté humain. Et peut-être, voilà, c'est un autre regard, c'est une autre réponse, c'est une autre manière aussi de pouvoir
anticiper, prédire et apporter en effet des solutions avant que ça se passe. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, on l'a vu, on a développé notre modèle d'IA. Et en sortie de ça, en général, on a donc des prédictions. On va mettre en place des outils de data visualisation. Ces outils de data visualisation qui soient propres à Goodalgo, qui soient propres aux clients, qui soient des partenaires autour de cet écran. L'objectif, ce serait de pouvoir derrière prévenir et pouvoir prévenir très très rapidement en temps réel les techniciens puissent rapidement prendre les bonnes décisions. Ça, c'est de manière classique comment présenter les prédictions. On est allé un petit peu plus loin dans ce qu'on présente et on va dire que nous, notre outil maison, mais qui est vraiment à chaque fois personnalisé avec notre algorithme, c'est de dire on a envie que nos algos ils soient donc transparents. Ça, vous l'avez compris. On a envie de pouvoir avoir un regard sur la performance. Donc, on a aussi développé, nous, un outil interne qu'on a appelé Visia, Visia Monitoring, qui permet de donner, alors il y a, et c'est là que c'est un peu complémentaire, il y a le statut de la machine, mais il y a le statut de l'algorithme. Et ça, on oublie. On oublie en fait de regarder aussi, et on oublie qu'un algorithme, surtout de machine learning, comme il va se nourrir et s'alimenter de données toujours différentes, etc., et dans le temps, cet algorithme, il peut être amené à évoluer. Il peut être amené à perdre en performance, il peut être amené à ne plus correspondre à la demande et il peut du coup être amené à ce que les prédictions qui en sortent se détériorent. Et donc nous, l'idée, c'était en complément d'une vision classique qui dirait alerte, attention, le matériel se détériore, avoir un deuxième reporting qui serait focusé sur l'algorithme et qui dirait, OK, en plus, non seulement je vous annonce que votre matériel, attention, il y a une possibilité de panne, mais je vous l'annonce avec en plus un regard du fait que l'algorithme qui vous prédit ça, pour l'instant, il est stable, il est performant ou, attention, je vous dis que votre équipement, il est toujours OK, mais je me rends compte que l'algorithme, il a perdu en performance et que donc peut-être que les prédictions qui en sortent, elles sont moins fiables. Donc, l'un va pas sans l'autre, quelque part. C'est un peu ça le regard des algorithmes de demain, c'est qu'on ne devrait plus, grâce à la nouvelle réglementation, présenter et livrer des algorithmes sans avoir la certification et sans donner aux clients une preuve de cette performance dans le temps pour qu'il soit toujours responsable de son utilisation. Alors, pour la petite histoire, un autre algorithme sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait Visia Predict. Alors, on va plus loin. On fait de la maintenance prédictive de l'algorithme. Alors, là, tout à l'heure, c'était un peu, voilà, je suis dans le préventif. Attention, je vois que mon algorithme se détériore. Là, l'idée aujourd'hui, on est en train donc c'est notre R&D, on est en train de travailler sur l'anticipation de la dégradation, cette fois du modèle algorithmique. Donc, pouvoir aussi anticiper l'état de mon algorithme en amont et pas devoir réagir sur le moment. Voilà. Alors, c'était présenté un petit peu, donc bon, là, après, voilà, merci. J'ai fini pour tout ce qui était un peu présenté. L'idée, c'était vraiment de présenter un regard totalement complémentaire de celui de Pierre, parce que nous, nos clients à nous, c'est souvent des clients qui ne rentrent pas dans le moule, vous l'avez compris, d'une solution un peu plus packagée, et donc qui ont besoin de beaucoup plus de sur-mesure et beaucoup plus d'artisanal. Et donc, c'était aussi pour vous présenter que c'est possible et que la maintenance prédictive, ce n'est pas forcément que des gros capteurs IoT, etc., du gros big data. Ça peut répondre aussi à votre besoin chez vous si ces réponses éditeurs ne sont pas votre solution. Voilà. Super, merci Magali pour cette présentation.
Ouais, effectivement, très intéressant de voir les différentes approches, finalement, la mutualisation sur un algorithme versus le développement de pas mal d'algorithmes. Je ne sais pas si dans l'assistance, on a quelques questions qui sortent. Alors, je ne pensais pas qu'on allait dériver sur la maintenance prédictive des algorithmes, mais bravo, joli challenge relevé, Magali. Est-ce qu'on a des questions dans l'assistance? Sinon, moi, j'aurais bien un peu la mouche du coche pour vous faire interagir un peu tous les deux, parce qu'on voit qu'il y a effectivement à la fois une complémentarité, peut-être un peu aussi une concurrence. Moi, j'ai une première question. C'est Pierre, est-ce que tu peux nous confirmer, est-ce que tu peux nous confirmer que quelque part, toi, c'est bien le process que tu suis en interne, finalement, sur un seul et même algorithme, en intégrant finalement tous ces retours d'expérience, les retours clients, toutes les datas que vous captez un peu partout, pour améliorer jour après jour, semaine après semaine, votre algo d'intelligence artificielle, et que c'est comme ça que vous le développez, finalement, selon le process que Magali a décrit. Oui, oui, tout à fait. En fait, on a quand même quelques clients qui veulent bien partager avec nous leur expérience et leurs données. Et à partir de ces informations-là, nous rendons de plus en plus robustes ou plus complexes, on va dire, nos algorithmes, effectivement. Ok. Alors, j'imagine effectivement qu'il y a quand même une notion de coût et de budget. On n'a pas sur les mêmes approches forcément entre un développement d'une IA sur mesure et l'utilisation d'un capteur, même s'il y a du matériel à l'autre bout. Mais je pense effectivement qu'il y a un sujet, là-dessus. Moi, il y a un élément que tu as mentionné, Magali, qui me semble extrêmement intéressant, et on a vu que c'était un sujet, en plus on l'a vu ensemble en travaillant sur des projets, c'est le sujet de la notation. Et de l'historique. Finalement, vous avez tous les deux dit, d'une manière différente, mais qu'avant de pouvoir détecter une anomalie, il faut capter de la donnée, il faut identifier des scénarios de panne, les relier effectivement aux données qui sont acquises, avant de pouvoir entraîner ou améliorer un algorithme d'IA. Aujourd'hui, quel est un peu le constat que vous faites sur l'état de l'art, c'est-à-dire la capacité qu'ont vos clients à avoir déjà un historique là-dessus, c'est-à-dire avoir déjà bien identifié avec des sources de données existantes ces anomalies, les avoir annotées. Est-ce que tout le monde part de zéro? Est-ce que certains ont réellement des historiques? Voilà, est-ce que vous avez des anecdotes peut-être sur ce sujet-là? Parce qu'effectivement, je trouve que c'est un sujet important. Tu as pris l'exemple, Magali, des chats. On sait tous il existe des bases super importantes qui ont été mises à disposition par les GAFAM, notamment d'images de chats annotés, donc qui permettent d'entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle, donc de faire des cas d'usage d'essai. Mais dans la vraie vie, est-ce que les entreprises ont ça? Comment elles se le font? Comment elles se le procurent? Quel temps ça prend? Voilà, un peu ce sujet de comment on passe de la data à l'IA au travers de ces annotations. Je sais pas, Pierre, peut-être. Magali, peut-être d'abord. Ouais, ou peut-être Magali avoir une vision plus large. Moi, ce que je peux apporter comme témoignage, c'est que, encore une fois, il y a souvent une méconnaissance entre qu'est-ce qu'une annotation ou qu'est-ce qu'une donnée exploitable et la donnée en entreprise. Par exemple, je pense à un client qui avait toutes les informations requises, même historisées, on va dire, mais sous un format, alors un format PDF, bon, on aurait pu extraire la donnée, etc. Mais c'était encore plus compliqué que ça. C'était un format PDF, il n'y avait aucune rationalisation, c'était des choses écrites par les techniciens. Et donc, en fait, il n'y avait pas de vraie digitalisation du process, même s'ils le pensaient, et même s'ils pensaient que très simplement, en numérisant, en scannant, avec des super algos hyper simples, on allait pouvoir récupérer toutes les infos et donc créer cette base de données exploitable. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Et souvent, c'est vrai que c'est pour ça que je parle beaucoup de vulgarisation, de sensibilisation et d'acculturation avant, même en amont, en amont de tout projet, c'est que souvent, les données c'est assez rare, malheureusement pour moi en tout cas, que les choses elles soient parfaitement bien préparées, annotées et que ce soit exploitable comme ça one shot. C'est assez rare parce que c'est encore assez méconnu. Alors, je mesure mes propos et je les tempère un peu dans le sens que depuis 2020,
note quand même que ces questions-là, les entreprises ont eu un peu plus de temps pour se poser sur leur digitalisation et pour se poser justement parce qu'ils ont beaucoup entendu parler finalement de la donnée, qu'elle avait de l'importance, qu'elle avait de la qualité, qu'elle avait surtout pour eux que c'était peut-être un levier de performance. Donc, du coup, ils ont davantage investi dans c'est quoi la donnée et comment bien la préparer et comment en effet mettre en place cet historique. Est-ce que ça y est, est-ce que ça y est pas, est-ce que ma collecte, est-ce que je collecte toutes mes données, est-ce qu'elles sont un peu éparpillées, comment je peux les rassembler, comment je peux cartographier mes process. Il y a pas mal de choses qui ont été faites depuis 2020, donc heureusement, mais on est encore quand même loin en tout cas pour ma part, j'arrive chez un client et tout est parfait et mon seul job, c'est direct de rentrer dans l'exploitation de la donnée. Ce serait génial, mais c'est pas encore ça. Voilà. J'adhère complètement. Le gros problème, en fait, ça fait partie fondamentalement de la raison de la création de la boîte, c'est qu'en fait, on s'était bien rendu compte que c'est ce que j'appelle taguer un élément, une information, ce n'était pas facile et qu'on n'avait pas qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir des informations fiables. Et dit fiable, c'est-à-dire aussi répétable, c'est-à-dire voir une répétabilité dans la mesure et s'assurer que c'est pertinent. Hein. Donc, mais effectivement, ça c'est le premier point. Oui, une des raisons, et nous, notre solution a été d'autogénérer nos propres données. Ça, c'est et s'assurer qu'elles sont bien taguées. Et voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la question d'où vient ces éléments et comment on peut s'accrocher à des informations. En fait, basiquement, nous, dans notre domaine d'activité, et puis même dans la maintenance d'une manière générale, hein, on s'accroche à des normes, à des standards, à des expériences. En fait, depuis très longtemps, on sait qu'une vibration, on sait analyser une vibration. Hein. Je dirais, on s'amuse toujours à raconter l'histoire du garagiste qui, avec son tournevis, vient coller à l'oreille l'information sur le moteur pour savoir ce qui se passe. Et en fait, il transformait tout simplement la partie vibratoire en acoustique, quelque chose d'audible et d'être interprétable. Tout ça, ça existe depuis très longtemps. En fait, on n'invente pas la poudre. On ne fait qu'appliquer ça à des traites et de simuler finalement par des algorithmes l'expertise d'un expert. Super, merci. Merci pour cet éclairage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions autour de la table. Sinon, je pense qu'on est arrivé au bout de cette discussion. Peut-être, Magali, tu peux repasser la date des prochaines factories qu'on a en cible. Voilà, encore une fois, si vous avez quelques questions, on est ravis de rester avec vous. Sinon, on vous souhaite une excellente après-midi. Je ne sais pas si vous voulez, Pierre, Magali ou Mathilde, rajouter un mot de conclusion. Pierre, on ne t'entend pas. Tu as coupé ton micro. On ne t'entend plus. Voilà, ça y est. Désolé, mais j'évite voilà. Un grand merci pour l'invitation. Voilà. Puis, plaisir. Un grand merci à toi. Merci à toi, Pierre. Et bon appétit à tout le monde. Très bien, merci. Très bon après-midi à vous tous et à très bientôt, soit dans Digital Future, soit sur un autre atelier Digital 113. Merci à tous, au revoir. Au revoir.